venons de terminer le mois consacré à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Une question caresse notre esprit. Comment faire de l'entrepreneuriat un outil de développement en République démocratique du Congo, je dirais mieux un atout. La question trouvera bien entendu une tentative de réponse par un entrepreneur social. Il s'agit de Jackson Ngunda. Il est en même temps fermier. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Au revoir patron ». L'actualité chez nous, c'est une urgence et même une obligation. Jenny Kembe Musobola vous dresse la charpente du journal, la grande édition de ce soir. Jenny, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Battre campagne ou gérer la République, c'est la grande question que se pose la population à quelques jours du début de la campagne électorale. Des mandataires publics aux membres du gouvernement, personne ne semble vouloir renoncer à ses fonctions. Alors, que dit la Constitution et la loi électorale qui, pour contraindre ces derniers à respecter la loi, pour permettre à tous les candidats de compétir avec équité, la rédaction des Télé 50 s'est penchée sur les questions à suivre dans la grande édition de ce soir. Le gouvernement, représenté par au moins 3 de ses membres, a pris part ce mercredi à la signature du contrat de performance de la Régie des eaux au COPIREP. L'équipe de Sama Lukonde affiche une grande confiance à l'équipe dirigeante actuelle qui a affiché jusque-là des bons scores et qui devrait s'améliorer à l'issue de ce nouvel engagement. Dévoilement ce mercredi à Kinshasa par le président de la République Félix Tshisekedi du monument érigé en mémoire du chanteur congolais Jules Sungu Wemba Dio alias Papa Wemba. Une cérémonie pleine d'émotions et de souvenirs qui vient concrétiser le souhait de nombreux mélomanes, celui de voir la star congolaise être immortalisée. Au Tchad, l'opposition a relancé sa campagne pour la suspension du référendum constitutionnel. Elle affirme avoir constaté des irrégularités notoires dans le fonctionnement de la CONAREC, l'organe chargé d'organiser le référendum. Merci à tous de votre attention. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Jenny. Nous sommes fixés le journal sur nos antennes dans moins d'une demi-heure. L'invité, c'est dans quelques instants. Vous avez tous le cœur à aimer ou dormir, mais moi je reste seul. Le jour se lève. Après l'esprit, il faut le corps maintenant, parce qu'un bon corps, chaque matin, c'est bien pour affronter la journée qui va être dure, oui, très dure la journée. Il faut un peu de muscle pour le corps, et 30 km c'est mieux. Voilà. C'est un livre de notes. Comment je vais prendre des notes? Bonjour, merci. Porté disparu de la scène parisienne, où il a acquis ses galons d'homme de médias, les spéculations vont bon train aujourd'hui. Pour lever le voile sur cet homme qui a décidé de retourner au pays, nous avons choisi de le suivre sur Zone. Kassamba. Un garçon passionné, ambitieux, charismatique et émotif. On ne peut que le féliciter, on ne peut dire qu'il a cru en fait en lui d'abord et il a su se frayer un chemin. Un Congolais qui a choisi de revenir chez lui et qui nous a émerveillés par la qualité du travail qu'il fait. Il faut de la volonté, il faut de la détermination, il faut viser haut, c'est-à-dire l'excellence.
Il a à la fois l'accoutrement de Kakadetelo, de cultiver, très officiel comme ça, et tout. Mais quand il était avec des artistes, vraiment, il était comme un poisson dans l'eau, quoi. Il parlait, il discutait. Et de temps en temps, on a eu des petites discussions comme ça pour le pays. Pour le pays. Comment faire pour servir le pays, quoi. Pour l'avoir pratiqué et fréquenté, je peux vous dire, loin de toute fanfaronnade, que c'était assurément l'un des plus brillants. Tout chez lui était inné. Sens du contre-pied, matiné d'un humour désarmant, avec des joutes verbales allant bon train. En un mot, il est fait pour la communication. Télé, radio, il est comme un poisson dans l'eau. Fidélité à lui-même, fidélité à ses ambitions, fidélité à ses amis. JMK, bon vent. Jackson Ngunda Essanja, bonsoir. Bonsoir, monsieur J'espère Fabien que je n'ai Lumbala. pas massacré votre nom. Non, 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 pas mal. Je sais que vous êtes un Congolais très bien formé. Vous maîtrisez bien les noms de Jackson Ngunda. Eh bien, vous êtes entrepreneur social, vous êtes auteur, parce que vous venez donc de publier. L'ouvrage est encore attendu à Kinshasa. Un ouvrage intitulé « Au revoir, patron, j'abandonne », première édition. C'est le titre de l'ouvrage, caustique, provocateur, qui annonce vraiment une décision d'un jeune entrepreneur. Vous êtes fermier, également conférencier. Vous avez réellement une ferme ou bien c'est juste une façon de parler? Merci beaucoup pour la question, monsieur Fabien. Et je pense que tout ce que nous avons écrit sur le livre et la manière dont vous nous avez présenté, c'est réellement ce que nous sommes en train de faire. À titre de rappel encore, je suis entrepreneur social. Social, pourquoi? Parce que les activités que je suis en train de faire cadrent avec le social, cadrent avec l'humanité. Donc, c'est-à-dire que je suis entrepreneur social partant du projet que j'avais mis en place. Le projet Bomanzala, c'est un programme national de violence agricole. Bomanzala en lingala. Oui, en lingala. Tuer la faim. Tuer la faim, éradiquer la faim. Voilà. Ouais. Éradiquer la faim, c'est ça la bonne traduction. Oui, donc c'est déjà partant de cette idée, vous comprenez déjà que c'est un projet qui cadre directement avec le social parce que ça impacte en fait le social de la population. Quand on parle déjà de Bomanzala, tout le monde sait les plus grands démons auxquels nous sommes en train de faire face. En quoi il a consisté ce projet Bomanzala, la toute première initiative, à peine sortie de l'école? Oui, oui. En quoi a consisté Bomanzala? Oui, Bomanzala pour moi, c'est d'abord une révolte. J'ai été étudiant. Une fois, j'étais dans une salle d'examen. On était en train de préparer les examens et puis j'ai eu la chance de faire des études à l'extérieur du pays. J'étais en Afrique du Sud. Un professeur est entré. Il était blanc, je ne suis pas raciste. Et quand il est entré... Non, j'ai dit moi je ne suis pas raciste. Oui. C'était un blanc parce que j'ai précisé la couleur de la... Il n'existe pas des blancs. Bon, oui, voilà quelqu'un... C'était quelqu'un de... bon, avec une peau rose par exemple. Une peau colorée. Il était entré dans la salle d'examen. Et la première des choses qu'il a dit, c'est que les Congolais qui quittaient la République démocratique du Congo étaient en Afrique du Sud, pas seulement pour les études, mais aussi pour fuir la famine au pays. Pour moi, c'était... Donc cet enseignant a fait ses déclarations dans l'auditorium voilà. Et il parlait des étudiants venus de votre pays. Oui, il parlait des étudiants venant de mon pays, la RDC. Alors qu'il y avait pas mal d'étudiants, il y avait des Zimbabwéens, il y avait des Malawites, il y avait des Malawites. Voilà. Mais pourquoi ils pouvaient faire allusion aux étudiants congolais? C'est-à-dire que moi, personnellement, les amis se sont moqués, et les Congolais se sont aussi tués à l'intérieur parce que je n'étais pas le seul étudiant congolais. Et puis à un moment, moi, à mon niveau, je m'étais quand même dit que je ne pouvais pas prendre ceci comme une insulte, mais plutôt comme un appel aux révoltes.
Je m'étais dit, bon, j'étais quand même ici pour une mission. Dès que je terminerai ma mission, je devais quand même prouver les compteurs à ces professeurs ici parce que nous sommes quand même dans un pays à vocation agricole. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Est-ce qu'il ne fallait pas le reprendre, le recadrer sur place dans l'auditorium? Monsieur l'enseignant, vous venez de faire une déclaration grave. Oui, bien sûr, que je l'ai quand même regardé parce qu'il y a même des amis qui ont été là au début, qui ont vu comment est-ce que j'ai commencé la lutte. C'est partant de cette histoire, j'ai parlé à l'enseignant devant tout le monde et j'étais même chassé de la salle. Je n'ai pas pu passer l'examen. Et ce sont des histoires qui m'ont révolté. Je me suis dit, si aujourd'hui les étudiants congolais ou les Congolais pouvaient être emmenés dans des pays étrangers comme ça, si on peut être traité comme les gens qui fuient leur pays pour la famine, alors rien ne valait plus la peine de parler en bien de notre pays. Il fallait quand même retourner au pays et prouver les compteurs à toutes ces nations qui nous mettent Vous avez été révolté après les études, vous êtes rentré au pays avec une idée dans la tête. Dans la tête, éradiquer la faim. Boma Nzala. Ouais, Boma Nzala, c'est un programme national de relance agricole qui a commencé depuis 2016 à Kinshasa ici et qui vient à peine d'être officialisé avec le gouvernement congolais parce qu'aujourd'hui nous sommes partenaires officiels du gouvernement congolais vers le ministère de l'Agriculture. Nous avons mis en place ces programmes parce que nous avons compris que à l'époque, si vous pouvez bien vous rappeler, ça dit qu'à l'époque, ici en RDC, à l'époque du Zaïre, les pays étaient pris en charge par les entrepreneurs locaux. C'est-à-dire que le gouvernement avait assez de possibilités de produits pour voir qu'il y avait un faible taux d'importation de produits alimentaires ici parce qu'on produisait tellement. Le Zaïre produisait. Ouais. Et Unilever était ici, la preuve est là, nous avions suffisamment à manger. Bien sûr. On n'importait pas tout comme on le fait maintenant. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ça, nous sommes quand même ressourcés dans l'histoire du pays parce que je suis moi-même fils d'un commerçant. Mon père était commerçant, je pense qu'à l'époque du Zaïre, où il a fait quand même fortune dans l'exportation du café. Donc, ça veut dire que je suis moi-même un fils d'un agriculteur et je sais de quoi est-ce que un agriculteur peut faire de son pays si seulement l'agriculteur est valorisé. Et je m'étais dit que ça peut aider le jeune Congolais, parlant de l'entrepreneuriat. Je voudrais que vous puissiez mettre les points sur les i. Vous rentrez à Kinshasa, oui, bien que fils d'un cultivateur, entrepreneur, commerçant, dans le domaine du café, Boma Nzala, vous avez fait quoi pour donner corps à votre idée ramenée de l'Afrique du Sud, née de la révolte d'une déclaration grave d'un soi-disant blanc professeur? Donc, pour matérialiser ça, quand je suis rentré à Kinshasa, je rappelle que je n'avais pas de sous parce que c'était un simple étudiant qui sortait de l'université. Je suis arrivé sur place, tout a commencé par la vision. Je crois pour moi, la définition de l'entrepreneuriat, c'est seulement avoir une vision claire, un objectif précis sur ce que nous voulons faire. Vision claire et un objectif précis sur ce que nous voulons faire. Quand nous voulons le faire, comment nous voulons le faire, quel but nous voulons atteindre. Donc pour moi, tout a commencé là. Je suis rentré au pays. Je me suis dit, je devais m'appuyer sur ce qui est comme mon point fort. Mon point fort pour moi, c'est le business, c'est la créativité. Je me suis dit... Donc, après les études, vous ne vous êtes pas cramponné à Longinaye. Vous avez dit, il y a quelque chose. Vous avez cherché à découvrir quelque chose en vous. Bien sûr. Le vrai, comment on dit, le talent. Le talent. Qu'on ne peut pas vous voler. Ce qui vous est resté de plus précieux, vous avez trouvé que vous êtes créatif, vous savez entreprendre. Je sais entreprendre et à partir de l'entrepreneuriat, je savais que je devais quand même donner, sortir quelque chose de meilleur dans ce que moi j'ai appris et à l'école et à l'université et auprès des parents et à l'environnement. Et je me suis dit, si aujourd'hui je peux m'hasarder à aller frapper des portes, c'est bien que je fais les études de management, mais si aujourd'hui je ne peux pas frapper les portes, nous savons tous la conjoncture du pays, il n'y a pas d'emploi. Ce n'est pas seulement ici en RDC, mais même parmi les pays développés, les pays réputés développés, aujourd'hui, l'opportunité de trouver un emploi devient de plus en plus difficile. Il y a des emplois, mais le problème, les filières qui sont les nôtres posent problème.
Oui. Ouais, nous pouvons aussi dire ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé avec ça. Donc, je me suis dit, je vais mettre en place une structure qui va aider les frères agriculteurs, paysans comme moi, à améliorer leurs conditions de travail. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons augmenter notre PIB, vous savez que l'agriculture joue un rôle très important dans l'augmentation. PIB qui signifie produit intérieur brut. Donc de notre pays. C'est-à-dire que si nous voulons aujourd'hui avoir une économie stable, nous savons tous que les pays qui sont développés les sont à cause de l'agriculture. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire des débats. Nous avons fait des conférences universitaires avec les professeurs. Et nous avons trouvé des solutions sur ça. L'agriculture est le moteur de développement de toute une nation. Alors nous nous sommes dit, misons sur l'agriculture. J'ai mis en place cette structure. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a la plupart des gens qui nourrissent notre pays ici, ce sont les paysans. Mais ces gens-là, ils ne sont pas bien encadrés. Ces gens traversent beaucoup de difficultés en tant que paysans. Vous aurez peut-être le temps de faire un tour, d'évacuer les produits de leur champ. De gestion, les routes ont des soucis. Le cantonnage manuel n'existe, n'est plus pratiqué. Du coup, c'est difficile d'évacuer ce qu'on produit dans les coins les plus reculés du pays. La capitale, voilà. Donc, du coup, nous avons commencé par faire une étude du marché. On a remarqué que tous les agriculteurs avaient la possibilité de produire plus parce que déjà, ils nourrissent Kinshasa à plus de 80%. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment vérifiable. Donc nous nous sommes dit, voilà, on peut travailler en collaboration avec ces gens, mettre en place une structure qui va gérer toutes ces personnes qui ont déjà la capacité de produire, mais ils sont limités par rapport aux moyens d'évacuation, ils sont limités par rapport aux entrepôts de stockage, ils sont limités par rapport aux routes de décès agricoles, à la clientèle, au point de vente, donc ils sont limités même par la gestion. Donc nous nous sommes dit, mettons en place une structure qui va tout gérer. Comme ça, à notre niveau, nous allons aller signer avec des sites agricoles qui produisent déjà ici à Kinshasa et dans d'autres provinces. Donc, à Kinshasa, nous avons commencé avec Njili Secomaf, qui produit une grande quantité de légumes qui nourrit Kinshasa. On est même la pastèque, hein? Ouais, voilà. La pastèque, les maniocs, les haricots, surtout la patate douce. La terre est vraiment favorable à cette agriculture. La terre est vraiment fertile. Alors, nous nous sommes dit, mettons en place une structure qui va réunir toutes ces personnes-là, c'est-à-dire les gens qui produisent, les gens qui savent transformer, mettons en place les ingénieurs agronomes, mettons en place les juristes, parce que vous savez, s'il faut parler de l'agriculture comme moteur du développement, il ne s'agit pas d'avoir un simple paysan pour nourrir toute une population. Et partant même de la vision Bomanzala, c'est-à-dire Bomanzala, c'est quelque chose qui crée en soi une révolte. C'est-à-dire nous devons nous mettre tous ensemble, et les journalistes, et M. Fabien que vous êtes, et M. Jean-Marie Kassamba, le directeur général, et les présidents de la République, et les ministres, et les militaires. C'est quand on parle de famine, ce n'est pas seulement en termes d'agriculture, c'est aussi en termes de création d'emplois. Parce qu'avec l'agriculture, nous avons la possibilité de construire des hôpitaux. Avec l'argent de l'agriculture, nous avons la possibilité de créer des routes. Avec l'argent de l'agriculture, nous avons la possibilité de construire des infrastructures de stockage. Nous avons la possibilité d'augmenter notre PIB. C'est-à-dire que nous nous sommes mis en place pour commencer à encadrer toutes ces personnes-là. Et gloire à Dieu, nous avons commencé les activités en 2016. Comme je vous ai dit, on est allé dans chaque province où il y avait des fortes potentialités agricoles. Vous avez sélectionné, nous avons sélectionné des agriculteurs, chacun dans son secteur. Chacun dans son secteur. Vous êtes une sorte de vous êtes une sorte de structure fédératrice. Bien sûr. Et de facilitation. Oui. Donc nous sommes là. Nous avons identifié les sites agricoles qui produisaient déjà beaucoup à l'époque, mais qui sont aujourd'hui peut-être limités par rapport aux moyens financiers, par rapport aux moyens qui peuvent rebooster ces sites agricoles pour commencer à reproduire comme c'était à l'époque. Et nous nous sommes dit, travaillons en collaboration avec le gouvernement de la République, par le ministère de l'Agriculture, qui va nous donner une cartographie par rapport à tout ce qui existe déjà comme site agricole, et nous pouvons entrer à notre niveau. Et c'est quelque chose qui a été fait par le gouvernement. Nous travaillons avec les gouvernements provinciaux, donc c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture au niveau des provinces, qui nous donne des sites agricoles où ils se trouvent, et avec une cartographie exacte, le nombre des agriculteurs qui existent dans chaque coin. Et nous nous sommes dit, si par exemple à Kinshasa, nous savons, comme pour le cas de Njili Secomaf, qui produit une très grande quantité de légumes, nous nous concentrerons à Kinshasa, à Njili Secomaf, pour la production uniquement de légumes feuilles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc si on a trouvé, vous remarquez que ces paysans ont des
des petits espaces. Légumes feuilles. Légumes feuilles. Ouais. Parce que les légumes sont vraiment, c'est multidimensionnel. C'est pluriel. Il y a des légumes fruits. Il y a des légumes fruits. Voilà. Ouais, donc à Kinshasa, déjà, si vous faites un tour au niveau d'Ndjili Sekoma, vous allez remarquer que la plupart des gens qui produisent ça, ils produisent dans des petits espaces. Alors, s'il faut aller éradiquer la faim par rapport à la vision des Bomanzala avec des gens qui ont des petits espaces comme ça, ça ne sert à rien. Alors, nous sommes une agriculture de proximité, de survie pratiquement. Ouais, des substances. Des survies, voilà. pour emprunter cette expression. Donc, ça dit, ces gens, ils sont comme des artisans. Ce sont les gens qui vivent de leur travail manuel. Ils produisent pour consommer et puis à la fin, ils peuvent peut-être avoir les miettes qui sortent de là pour aller payer les frais scolaires de leurs enfants. Comme les mamans maraîchères qui font quelques bandes de bitékoutékou et des bilolo qu'on appelle, comment on appelle ça, cette sorte de légumes amers. Voilà. Le nom va venir. Donc ça, c'est une petite culture qui ne peut pas faire avancer un foyer, même celui qui la pratique. Bien sûr, donc c'est partant maintenant de ça que nous avons initié ce programme Bomanzala. Alors nous avons mis en place, nous avons fait appel plutôt aux amis agriculteurs qui produisent déjà, mais qui ont d'énormes difficultés. Alors nous leur avons promis. Vous avez réussi à convaincre l'État à vous accompagner. Le gouvernement vous accompagne, mais à travers des ministères provinciaux de l'agriculture. Ouais, donc nous travaillons avec l'État congolais actuellement, avec le ministère national de l'agriculture, qui nous soutient, qui est comme parrain du programme Bomanzala. Parce que le domaine que nous sommes en train de faire est un domaine qui touche les social de la population. Il faut faire appel aux institutions habilitées à vous donner des cartographies, des feuilles de route, parce qu'on ne peut pas se lever un grand matin comme ça et éradiquer la faim. C'est-à-dire, ce sont les gens qui maîtrisent bien les secteurs agricoles. Alors nous avons fait appel à eux. Ils ont accepté notre demande par rapport à la vision que nous avons sur la population. Ils ont accepté, ils nous ont donné des cartographies et aujourd'hui, nous pouvons compter une base de données de plus de 40 000 agriculteurs que nous avons recensés. Plus de 40 000 agriculteurs que nous avons recensés en tant que programme Bomanzala. Et aujourd'hui, nous nous disons prêts à éradiquer la faim par l'augmentation de la production locale. Parce que nous avons déjà mis des structures en place, des gens qui produisent uniquement les légumes feuilles, il y a des gens qui produisent uniquement des légumes fruits, il y a des gens qui produisent uniquement les maïs, et c'est comme ça que nous avons ciblé plusieurs sites au niveau de la République. Et même au niveau de Goma, bien qu'affecté un peu par la situation actuelle, mais nous avons des agriculteurs jusqu'à Niragongo, jusqu'à Massissi, où nous travaillons avec eux, ils produisent les poivrons, ils produisent les pommes de terre. Donc nous avons mis en place une forte structure où aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous suivons ici, par rapport à sa vision de faire du secteur agricole un pilier de développement dans sa politique de diversification de l'économie nationale et faire en sorte que l'agriculture prenne les relais sur les minéraux, si cette vision est vraiment pour accompagner les jeunes comme nous. Donc je pense que le chef de l'État a devant lui actuellement les jeunes gens conscients qui sont prêts à l'accompagner dans ce sens-là. Il faut ce qui est dit sérieux dans ce que nous faisons ensemble avec le gouvernement. Ça, c'est juste un accompagnement par le pouvoir public, juste accompagnement. Mais est-ce que il vous arrive d'obtenir, par exemple, l'exonération de certains matériels importés à la douane? Non, jusqu'ici... Les arrosoirs, les petits tracteurs ou les mini-tracteurs et d'autres, les moissonneuses, et ainsi de suite. Est-ce que ceux que vous encadrez peuvent les bénéficier, c'est-à-dire, après avoir obtenu un financement, importer et bénéficier de l'exonération à la douane? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce stade? Non, en tout cas, jusqu'ici, on n'est même pas encore arrivé au stade de l'obtention des subventions du gouvernement. Parce que nous sommes en train de parler de l'accompagnement du gouvernement en termes de documentation et de facilitation. C'est-à-dire que si nous voulons accéder à une province à vocation agricole, on peut faire recours au ministère de l'Agriculture qui va nous donner. Mais en parlant des soutiens, jusqu'ici, on a quand même été sélectionné parmi
les structures qui doivent bénéficier des subventions du gouvernement. Les noms apparaissent déjà sur la liste du ministère de l'Agriculture, qui est actuellement au ministère du Budget, et nous attendons avec impatience que ces opportunités-là viennent, parce que même si vous faites un tour, si Télé 50 peut faire un tour dans nos champs où se trouvent nos agriculteurs, vous allez voir que les conditions avec lesquelles nous travaillons, c'est vraiment déplorable. Mais nous sommes retenus par les soucis que nous avons pour les pays, de développer ces pays, parce que, écoutez, M. Fabien, nous sommes jeunes, nous n'avons pas d'autres pays à part la RDC. Ça, c'est notre pays. Notre bonheur dépend de ces pays. On ne peut pas jouer à des développeries pour quitter ces pays. Parce que tout ce que nous avons comme initiative ne peut être possible qu'ici en RDC. Parce que nous sommes nés ici. On n'a pas d'autres pays. Donc, du coup, on s'est retrouvé à une situation où nous devons tout faire, même si l'État congolais ne nous accompagne pas financièrement, si l'État congolais ne nous donne pas des exonérations. Vous allez voir que les conditions avec lesquelles nous sommes en train de travailler, il n'y a même peut-être pas de matériel dont vous êtes en train de faire allusion. Tout ça, pourquoi? Parce que nous avons d'abord la volonté. Parce qu'avec tous ces agriculteurs-là, ils travaillent avec des houes, ils travaillent avec des haches. Et ça, c'est une agriculture très archaïque. Aujourd'hui, avec la technologie, vous allez voir que si vous faites un tour dans des pays comme Kenya, qui n'est pas en Europe, qui est ici en Afrique, mais faites un tour à Kenya, vous allez voir comment les entrepreneurs sont équipés, comment est-ce que l'agriculture a pris les relais, comment est-ce que l'agriculture est numérisée. Aujourd'hui, s'il faut parler d'éradication de la faim, ça ne sera pas en faisant l'agriculture de subsistance. Il faut une agriculture mécanisée. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des matériels sophistiqués, nous pouvons avoir des matériels, la technologie pour industrialiser notre agriculture, il faut avoir l'implication des ingénieurs agronomes de l'extérieur et d'ici, parce que s'il faut parler d'éradication de la faim, ça ne sera pas avec les simples paroles qui sortent de nos bouches, mais ça sera par des actions sur le terrain. Les anglophones disent we can speak over and over, but if our action does not do anything, the word becomes meaningless. C'est-à-dire, nous pouvons parler, nous pouvons faire des promesses, des révoltes, nous pouvons parler de l'agriculture, priorité des priorités, mais si nos actions ne reflètent pas les paroles qui sortent de nos bouches, nos paroles deviennent sans effet. Donc c'est ça la logique que nous avons dans Bomanzala. Nous voulons d'abord commencer, même s'il n'y a pas de subventions du gouvernement, il n'y a pas des exonérations, ce n'est pas grave pour l'instant. Mais si le gouvernement peut nous accompagner avec les documents, qui n'est pas d'ailleurs suffisant, parce qu'on ne va pas manger les documents nous facilitent. Mais il faut que les gouvernements s'impliquent, parce que vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la politique, vous voyez que le secteur minier produit beaucoup plus que l'agriculture. Mais dans d'autres pays, l'argent sorti du mine est investi dans l'agriculture pour impacter le social. Et malheureusement, ce n'est pas le cas ici avec nous. Préparer l'après-minerai. Les minerais sont épuisables. C'est épuisable. Mais nous travaillons, nous fonctionnons comme si les minerais étaient éternels. Même l'Arabie Saoudite a commencé à investir aujourd'hui dans l'après-pétrole. Il y a les sports, les tourismes. Mais nous, on fonctionne comme si les minerais étaient naturels. Et pourtant, on est en train de raser des montagnes et des montagnes de minerais. Après, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, afin de continuer à vivre dans un environnement pollué, parce que la transformation des minerais, j'ai déjà été à Kipushi et même à Likasi, je vois la transformation des minerais, ça appelle l'utilisation de la chimie ou des produits chimiques. Et tout ça, ça pollue l'environnement et ça a des conséquences. Même dans l'exploitation de certains minerais, il y a une teneur de l'uranium, ce qui fait que par moment, les eaux sont polluées ou il y a des conséquences sur les enfants qui naissent, mais nous, on fonctionne comme si tout nous était acquis. Je voudrais qu'on vienne maintenant à ce cri des révoltes. En fait, ce titre, l'ouvrage n'est pas encore là, mais vous dites qu'il sera là. Vous dites bien « Au revoir, patron ». « Au revoir, patron, j'ai abandonné ». Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vous voulez communiquer chez les jeunes ou chez les Congolais qui entreprennent? Donc, au revoir, patron. Comme vous remarquez avec le titre c'est « Au revoir, patron, j'abandonne ». Donc, c'est-à-dire, c'est d'abord un titre qui n'est rien d'autre qu'une révolte, née de l'intérieur, parce qu'ici, patron ne fait pas allusion, comme j'ai parfois des problèmes avec certains chefs d'entreprise ici, que je salue en passant, qui m'invitent parfois, mais ton livre, c'est un acharnement. Non, non, ce n'est pas un acharnement. Ici, les patrons ici, il ne s'agit pas seulement
d'un chef d'entreprise. Patron, c'est toute personne qui prend le dessus sur vous, M. Fabien. Patron, c'est toute personne qui a la même mise sur votre économie. Patron fait faire allusion aux multinationaux qui ne cessent d'harceler la RDC et l'empêchent de décoller. Patron est une révolte, tant économique, politique que sociale. C'est-à-dire quand nous sommes en train de parler de au revoir patron, c'est un message que nous sommes en train de lancer, non seulement aux jeunes, parce que le livre, les cibles, c'est l'âge, à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 50 ans, des gens qui sont fatigués de dépendre des multinationaux, des gens qui sont fatigués de dépendre du gouvernement pour leur épanouissement social, les gens qui sont fatigués de dépendre de leurs parents pour se marier, pour acheter les chaussures. Et patron fait allusion à toutes ces personnes. Toute personne qui a la même mise sur votre économie peut passer pour votre patron. Donc ça veut dire que ce n'est pas une attaque personnelle pour le chef d'entreprise, bien que l'esprit, c'est de créer quelque chose. C'est de créer l'esprit, c'est de s'auto-employer, c'est-à-dire que même si vous avez aujourd'hui un emploi, vous ne devez pas seulement vous limiter à vous contacter de l'emploi. C'est comme vous avez parlé avec les minéraux. On va produire, on va produire, on va produire. Et à la fin, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir l'opportunité de trouver un emploi qui peut se présenter aujourd'hui partout dans le monde. Mais quand vous avez l'opportunité de trouver un emploi aujourd'hui, pensez aussi à ce qui pourra se produire demain ou après-demain, lorsque vous arriverez à perdre cet emploi, quand vous aurez une cinquantaine d'âge et que vous aurez des enfants à éduquer. Donc, ça veut dire que le patron ici fait allusion à toute personne, à toute institution, à toute structure, à toute organisation qui a la même mise sur l'économie de l'homme congolais. C'est-à-dire que nous voulons lancer un appel aux révoltes, même au gouvernement, aux autorités qui nous suivent. Nous voulons que le gouvernement prenne soin de lui-même. Nous voulons que notre gouvernement prenne l'état du chômage de notre pays, la pauvreté auquel se trouve notre pays comme priorité. Parce que c'est quand même inacceptable de voir des petits pays qui sont à l'extérieur du pays, des petits qui valent moins que la RDC, continuer à avoir la même mise sur nous, on n'arrive pas à décoller, on est humilié dehors, on est humilié, notre passeport, on n'a pas de valeur, et tout ça, ça crée en fait, M. Fabien, de la révolte en nous. Si on avait le pouvoir, on pouvait les changer. Malheureusement, nous ne sommes pas Dieu, mais je voudrais aussi rappeler que ce n'est pas une tâche facile de révolter toute une population qui s'emballe dans l'alcool, dans la prière. Beaucoup, c'est peut-être la dernière préoccupation, beaucoup de ceux qu'on compte aujourd'hui parmi les millionnaires et les milliardaires, à part les héritiers comme M. Trump, Donald, quand on vous raconte l'histoire, beaucoup sont sortis de la pauvreté. Des situations difficiles et des familles sans nom, sans véritable nom. Voilà. Et dont des sacrifices, ils sont arrivés à s'en sortir. Vous lisez quand même d'autres grands auteurs ou l'histoire d'autres pays. Bien sûr. Est-ce que ça vaut la peine de se décourager? Jeter l'éponge et dire, bon, ça ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que la créativité intervient? Bien sûr. Même si l'environnement reste hostile à travers son fameux climat des affaires, qui reste un slogan, mais dans la praxis, un climat des affaires qui décourage les investissements et surtout la montée, l'émergence de jeunes entrepreneurs qui tiennent la route. Donc je pense que jeter l'éponge, malgré les difficultés auxquelles nous sommes en train de faire face, serait vraiment une très mauvaise idée. Parce que moi, quand j'ai commencé, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord une passion. Je pense que toute personne qui est passionnée de ce qu'il fait, la passion, c'est quelque chose que vous pouvez toujours continuer à le faire, même si vous n'avez pas l'argent. Donc, ça veut dire que moi, en premier lieu, jeter l'éponge n'est pas la bienvenue. Et puis, je voudrais aussi rappeler aux jeunes qui entreprennent comme nous, qui ne pensent pas que parce qu'aujourd'hui nous sommes peut-être devant la télévision comme ça, c'est parce que nous avons eu des opportunités, quelqu'un a mis l'échelle là pour que nous puissions graver. Non. Donc, ça veut dire que ce sont les fruits des efforts. Et par moment, on a eu cette envie-là d'abandonner.
Et c'est cette envie qui continue même à aller de l'avant jusqu'à aujourd'hui. Je peux quitter la Télé 50 aujourd'hui et vous vous rendez compte qu'en sortant de la chaîne, c'est le stress qui augmente. J'ai 33 ans, je suis jeune, et on se bat, mais vous voyez que les pays, normalement, faire l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que le gouvernement devait mettre en place. C'est comme quelqu'un qui veut faire atterrir des Boeing, des avions comme des Boeing, des grands avions comme ça, alors que nous n'avons pas des infrastructures appropriées pour recevoir ça. C'est ce qui se passe exactement avec notre climat des affaires. Les gens crient, on fait des conférences, mais le climat des affaires n'est pas toujours amélioré. Quand vous lisez tous ces grands entrepreneurs, comme je pourrais peut-être citer quelques-uns pour ne pas faire trop la publicité, comme Chris Gardner, ce sont des millionnaires qui ont fait fortune en partant de rien. Des gens comme J.T. Fox, qui a quitté le Canada avec $100, il se retrouve en Californie, enfant de la rue. 10 ans après, il devient multimillionnaire. Vous avez des gens comme des Tyler Perry, qui ont passé plus de 30 ans dans la rue. Et ils sont devenus des grandes personnalités. Vous avez des gens comme des Oprah Winfrey, qui est aussi une femme de médias, qui a passé toute sa vie dans une pauvreté extrême dans le Mississippi, et violée à l'âge de 4 un membre de sa famille. Un membre de sa famille, et après, rejetée. Mais c'est cette même fille-là qui se retrouve aujourd'hui dans la carte des plus fortunés du monde. Donc je pense que il s'agit d'abord d'avoir une vision, parce que la vision, c'est comme le GPS, c'est comme la carte qui vous montre le chemin où vous allez aller, parce que quand vous avez la vision pour aller, je rappelle aussi qu'en vertu de la devise outre-Atlantique, c'est-à-dire des self-made men, c'est-à-dire les gens qui ont gagné la vie en partant de rien, plusieurs millionnaires qui comptent le monde aujourd'hui ont fait fortune sans avoir des moyens financiers à la base. Certains, je vais vous choquer, sont même nés dans une pauvreté extrêmement grave, comme pour le cas de Tyler Perry, que je suis en train de vous dire, des gens comme de Robert Kiyosaki, qui a écrit Père riche et Père pauvre. Il a passé des nuits blanches avec sa femme à l'extérieur comme ça pendant des années. Et ils se sont levés un jour, ils se sont décidés, si nous continuons à dépendre de notre gouvernement pour nous en sortir de cette situation, c'est grave. Et parfois, je pense que notre jeunesse devra essayer de s'adapter à toutes ces histoires-là et ne pas croire que les choses sont faciles, même si les climats des affaires ne sont pas propices. Il s'agit de notre vie, parce que ces politiciens-là, ils sont déjà des vieux, ils passeront. Demain, vous serez face et vous serez seul face à votre vie. Demain, votre papa pourra partir, votre maman pourra partir, mais si vous allez toujours dépendre, trouver des raisons du genre, Monsieur Fabien ne me soutient pas, on ne m'ouvre pas la porte à la télé 50, on ne m'ouvre pas. Mais si vous continuez à mener cette vie, la vie que vous avez menée hier, vous continuez à la mener aujourd'hui. Quel genre de futur vous êtes en train de vous créer vous-même? Vous devez vous révolter parce qu'il s'agit de votre vie. Levez-vous. Les choses n'ont jamais été faciles. Moi qui vous parle ici, je vous ai tout à l'heure parlé que j'ai été en Afrique du Sud, mais si je vous dis que j'ai passé des nuits blanches en Afrique du Sud, je n'étais pas avec mes parents, j'étais seul dans un pays où je ne connaissais pas la langue, mais j'avais une vision. Et je m'étais dit, je suis venu ici pour les études, dès que j'ai fini, je rentrais chez moi, commencer les affaires. Et si je vous dis que la seule fois que mon père m'a soutenu, c'est en me finançant pour avoir les documents qui pourront me permettre d'exercer ici au pays. Mais à part ça, je n'ai pas reçu d'autres financements. Et ce sont les fruits de nos sacrifices, ce sont les fruits de nos efforts répétés. Il y a des lettres parfois que nous écrivons au gouvernement qui ne sont jamais répondues jusqu'à aujourd'hui, mais nous continuons à tenir le coup parce qu'il s'agit d'abord de notre propre vie, il s'agit de notre pays, parce que ces pays méritent qu'on lui donne les meilleurs. Voilà. Vous avez bien fait de revenir. Il y a quelques années, on termine par là, un jeune Congolais qui est parti. Grâce à une bourse, il a terminé, mais il est resté en train de monter et descendre à Manhattan. Il nous croise, il veut m'agresser. Il m'appelle comme un chiot. « Monsieur, je te suis à la télé, viens. Vous êtes au pays, les choses ne changent pas. Vous êtes dans les médias, vous ne voulez pas faire changer les choses. » Sous Joseph Kabila. Il a parlé, il a fini. J'ai réuni le courage pour lui parler. Et le soir, il m'a invité dans un restaurant pour me dire que j'ai réussi à le ramollir, seulement avec la parole. Je lui ai dit, fainéant, ingrat. Vous avez fini, au lieu de vous contenter de hamburger, rentrez au pays, faites changer les choses. C'est notre devoir à nous tous. Je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes
infirmier, vous êtes entrepreneur social et conférencier international. Conférencier, vous motivez les jeunes à faire changer les choses et surtout à entreprendre. Non seulement j'ai l'honneur à la fonction publique. Bonsoir, le journal, c'est dans une vingtaine de minutes sur nos antennes. Retrouvez ce magazine à 23h, demi-heure de Kinshasa. Portez-vous très bien.